Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur les globes et les cartes, même les plus détaillées, il y a toujours des parties de l'océan qui sont sèchement étiquetées, inexplorées ou restreintes? Je ne parle pas de ces endroits sauvages où aucun homme n'a jamais mis les pieds. Il s'agit de territoires qui, pour une raison ou une autre, ont été exclus des sources accessibles au public. Il peut sembler que ces zones n'existent pas aujourd'hui. Après tout, les satellites capturent tout et n'importe quoi. Mais la vérité est que notre vision du globe est toujours façonnée par ceux qui ont le pouvoir, la technologie et l'autorité d'effacer les détails indésirables. J'ai moi-même servi dans l'une des installations secrètes, où tous les documents étaient marqués d'un sceau spécial et où seules quelques personnes y avaient accès. C'est là que j'ai appris l'existence d'une ville sous-marine qui ne figure sur aucune carte officielle du monde. Ce que j'ai vu a changé à jamais mon attitude face à la réalité. Je n'ai pas osé parler pendant longtemps, car immédiatement après l'incident, nous avons tous été contraints de signer des documents sur la confidentialité totale. Pourtant, ma conscience m'a poussé à me taire. Ce que le gouvernement cachait pouvait coûter trop cher à l'humanité. J'ai servi à la base secrète pendant plus de 10 ans, bien qu'elle ne soit généralement connue que par son nom de code, que de rares rumeurs attribuent à des histoires d'objets mystérieux et de phénomènes non identifiés. Pendant de nombreuses années, tout le monde a pensé que cette base ne s'occupait que de technologies aériennes, de nouveaux appareils et d'expériences sans fin sur des découvertes étranges. Mais j'ai découvert qu'il existe en fait un secteur spécial de la base qui s'occupe des développements sous-marins. Et c'est grâce à ces programmes qu'ils ont trouvé, ou même fondé, une ville entière dans les profondeurs de la mer. Elle n'est pas indiquée sur les cartes, elle n'est pas mentionnée dans les réunions internationales, et tous les rapports la concernant sont conservés en toute sécurité, sous plusieurs couches de protection. J'ai rencontré des membres du personnel qui, sans le savoir, ont partagé un détail. Nous travaillons sur un projet sous-marin, lié à une colonie cachée d'une importance considérable pour la recherche. Leurs récits étaient fragmentaires et contradictoires. Certains parlaient d'une colonie de scientifiques vivant en profondeur. D'autres évoquaient des coques entières reposant sur le fond et des canaux dans lesquels flottaient de petits sous-marins. Mais tous s'accordent sur un point. Il n'est possible d'y accéder qu'à bord d'un sous-marin spécial équipé d'un système d'occultation unique et capable de résister à la pression des très grandes profondeurs. En d'autres termes, il s'agissait d'une technologie sous-marine spéciale, dont la mise au point a nécessité de nombreuses années d'expérience secrète. Ces rumeurs ont éveillé en moi un désir insistant de connaître la vérité, mais dans les conditions du secret, je ne pouvais évidemment pas poser ouvertement des questions à mes supérieurs. Je devais écouter les conversations, intercepter des fragments de conversation dans les couloirs et parfois même pénétrer délibérément dans les archives. Certains de mes collègues étaient sympathiques et m'en ont dit un peu plus qu'ils n'auraient dû. Après tout, nous déjeunions ensemble et subissions la même pression de la part de la direction. J'ai donc commencé à reconstituer la mosaïque dans ma tête. Un jour, je suis tombé sur des documents qui parlaient d'un certain centre sous-marin, censé être situé loin des continents. Les documents évoquaient des créatures étranges qui y vivaient et mentionnaient également le projet Profondeur. Pour la première fois, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de personnes vivant sous l'eau, mais aussi d'une forme de vie particulière que l'on trouve à de grandes profondeurs. Les autorités ont probablement dissimulé l'existence même de ces créatures par crainte d'une panique ou d'une éventuelle ingérence de la part de pays rivaux. Quelque temps plus tard, le chef du département m'a convoqué à l'improviste et m'a demandé si je souhaitais participer à une mission spéciale liée au domaine sous-marin. Je n'ai pas osé refuser. Un refus pouvait éveiller les soupçons et me priver de l'accès à tous les secrets qui commençaient déjà
à être révélé. Le chef m'a dit « Vous aurez un voyage d'affaires. Ce sera dur, vous devrez garder un silence absolu sur ce que vous verrez. Vous êtes l'une des rares personnes à répondre aux critères professionnels et psychologiques de ce voyage. » Comme toute personne désireuse d'éclaircir un mystère, j'ai acquiescé en essayant de paraître calme. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. J'allais enfin voir ce qui était légendaire. Nous sommes réunis dans un petit hangar. À part moi, il y avait quelques autres personnes. Un couple de scientifiques, un spécialiste des technologies de survie et 2 militaires. Quelque chose comme la sécurité. L'officier le plus sévère a donné un briefing. Vous vous rendez sur un objet situé très profondément, bien plus profondément que ne le permettent les expéditions sous-marines normales. Nous sommes accompagnés d'un appareil spécial équipé d'un système de plongée breveté. Il protège contre des pressions que les sous-marins ordinaires ne pourraient même pas supporter. L'itinéraire était confidentiel et seule l'équipe de contrôle en connaît les coordonnées. Votre mission est d'explorer et de participer à des expériences. Toute question concernant l'itinéraire est considérée comme ne relevant pas de notre compétence. J'ai remarqué que l'officier ne nous regardait presque pas dans les yeux, comme s'il avait peur ou honte de l'endroit où il nous envoyait. Nous avons pris un avion jusqu'à la côte, que je ne pouvais que deviner. Elle ne semblait marquée d'aucun signe distinctif. La côte était déserte, seule la mer grise était visible, au loin. Un héliport nous attendait sur la piste d'atterrissage, d'où nous nous sommes enfoncés dans l'océan jusqu'à une plateforme flottant au milieu des vagues. Le temps était glacial et le vent essayait de nous arracher à la rampe. J'ai regardé autour de moi. Pas de drapeau, seulement des structures en béton, des conteneurs en fer, quelques hangars. L'un d'eux cachait un sous-marin, unique par ses caractéristiques. Ses contours étaient inhabituels, comme si la coque avait été adaptée, non seulement pour être lisse, mais aussi pour interagir avec l'environnement. Une inscription sur le côté indiquait un numéro de série secret. Nous sommes entrés à l'intérieur et avons immédiatement reçu les instructions suivantes. Restez calme, ne prenez pas de photos. Bien sûr, personne ne nous a laissé prendre un appareil photo. Et n'essayez pas de poser des questions inutiles au capitaine. La plongée a commencé vers le soir. Il faisait si sombre à l'extérieur que lorsque les hublots étaient immergés dans l'eau, seule une pénombre bleue pouvait être discernée avant de passer à l'obscurité totale. Les projecteurs spéciaux sur la coque ne montraient qu'un linceul de sédiments en suspension. Mais les instruments montrent que nous nous enfonçons de plus en plus. Parfois, nous ressentons de légères secousses, comme si nous traversions des zones de densité différentes. Enfin, l'officier a annoncé que nous approchions du passage, le point où les courants changent et où, selon les informations, il existe une sorte de corridor sous-marin. Nous étions assis, attachés, parlant à peine, ressentant simplement le poids de la pression et de la tension. Personne ne savait ce qui nous attendait, et au fond de moi, je nourrissais un espoir. J'étais sur le point de voir la ville dont la rumeur avait couru. Quelques heures plus tard, nous avons entendu un signal. Nous nous étions arrêtés. C'était étrange. Étions-nous vraiment à une profondeur telle que nous pouvions sortir? On nous a emmenés dans le sas. À ma grande surprise, il y avait un passage spécial menant non pas vers les eaux extérieures, mais dans un tunnel coulissant, comme un tube géant, hermétiquement fermé au bateau. Nous l'avons traversé et j'ai senti que je ne marchais plus sur le bateau, mais sur un sol dur, comme s'il était fait de métal ou d'un alliage spécial. Des lampes pâles brûlaient au-dessus de nos têtes, et les portes se sont refermées derrière nous dans un bruit de joint en caoutchouc. L'air frais m'a frappé le visage, mais surtout, j'ai été choqué par la réalisation que nous étions vraiment en profondeur. Et ici, c'était comme un couloir normal, équipé pour les humains.
J'ai été surpris de constater que l'atmosphère était normale, ce qui signifie que le système de ventilation et de pression était pleinement opérationnel. Quelqu'un avait dépensé beaucoup d'argent pour construire tout cela sous l'océan. Nous avons été escortés plus loin, où une salle plus grande nous a accueillis avec des rangées d'écrans, des panneaux de contrôle et des scientifiques en combinaison blanche qui regardaient attentivement les relevés. L'espace semblait faire partie d'un complexe plus vaste. Ce n'est qu'à travers l'épaisse fenêtre transparente que j'ai vu le royaume aquatique s'étendre autour de nous, faiblement éclairé par des lumières vertes, probablement sur les murs extérieurs de la station. Un poisson scintillait, puis quelque chose de plus grand s'est glissé dans l'obscurité. Je n'ai pas pu le distinguer, mais ce que j'ai vu m'a fait frissonner. Au milieu de l'obscurité totale, une silhouette nettement plus grande que les créatures de marines habituelles a soudain surgi. Un homme, présenté comme le conservateur, nous salue. « Je suis responsable du secteur scientifique. Bienvenue dans notre ville sous-marine. » Sa voix semblait décontractée, presque banale, mais j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait trop de tension dans son regard. On aurait dit qu'il était nerveux à notre sujet. Peut-être avait-il peur que nous en voyions trop. Il nous a fait visiter brièvement le laboratoire. Ici, on étudiait la structure de la vie marine. On expérimentait la pression en profondeur. On testait la résistance à la corrosion de nouveaux matériaux. Mais je ne croyais pas que c'était tout. Après tout, une ville signifie qu'il doit y avoir des secteurs résidentiels, des entrepôts, des centrales électriques. Il a mentionné en passant qu'il y avait d'autres compartiments que les baies scientifiques, mais que nous n'avions pas encore besoin d'y jeter un coup d'œil. Nous avons continué à marcher dans le couloir, éclairé par des lampes jaunes sous le plafond. J'ai remarqué que les murs étaient recouverts d'une épaisse couche translucide, à travers laquelle scintillaient des structures métalliques. À certains endroits du sol, il y avait des trappes étiquetées, zone interdite, ouvert uniquement avec une autorisation spéciale. Il semble que la ville soit imprégnée d'un réseau de passage à différents niveaux, et nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Mais ce sont surtout les immenses fenêtres qui donnent directement sur l'abîme sous-marin qui nous impressionnent le plus. Derrière ces fenêtres, on apercevait de temps à autre de faibles éclairs. Peut-être s'agissait-il d'appareils de surveillance, ou peut-être quelqu'un avait-il allumé des projecteurs sous-marins. Enfin, le conservateur ouvre la porte de la salle où nous attend le directeur de la station. Un homme au regard perçant et au sourire glacial. Il nous fait un signe de tête. Je m'appelle Smith. J'écris ce nom en russe, car dans l'original, nous essayons d'éviter les mots étrangers, mais de toute façon, il s'est présenté sous le nom de Smith. Alors il faut écrire Smith en cyrillique. Je suis responsable de ce complexe. Vous êtes venu pour une courte période afin de nous aider à effectuer un certain nombre de tests. Je vous le dis tout de suite, tout ici est hautement classifié. Si quelqu'un enfreint les règles, personne ne saura où vous avez disparu. Il a dit cela calmement, presque sans élever la voix, mais j'ai senti un frisson en moi. Cela signifiait qu'il ne serait même pas si cérémonieux. Je n'ai pu empêcher ma curiosité et j'ai demandé si cet endroit était vraiment une ville, car nous n'avions vu que quelques couloirs et laboratoires. Smith répondit évasivement « Il ne s'agit que de la zone administrative. Au-delà, il y a les quartiers d'habitation, les hangars de travail et les quais pour les submersibles. Nous disposons ici de notre propre centrale électrique qui nous fournit lumière et oxygène. Il y a des fermes d'algues, d'où nous tirons une partie des ressources dont nous avons besoin. De petits modules d'habitation abritent les travailleurs, les scientifiques et les gardes. Mais il est faux de dire qu'il s'agit d'une simple base scientifique, car la superficie du complexe est énorme. Il est en construction depuis des années, et nous continuons à nous étendre en nous enfonçant plus profondément dans les fonds marins. » Ces paroles étaient empreintes de fierté,
comme s'il s'agissait de la création d'un nouveau monde. J'ai demandé ce qui rendait ce projet si important. Pourquoi il était nécessaire de prendre un tel risque? Smith a rapidement changé de sujet, comme s'il ne voulait pas dévoiler toutes les cartes. Nous avons passé plusieurs heures à explorer les salles annexes. Par endroits, il y avait des portes massives, à côté desquelles se tenaient des soldats armés. À plusieurs reprises, j'ai vu des inscriptions alarmantes sur les murs. Secteur de sécurité biologique, installation de contrôle spécial, danger, substances hautement actives. Je sentais dans l'air un mélange d'humidité et de produits chimiques. Un jour, un conteneur fermé a été transporté sur un chariot dans le couloir. Nous avons vu un instant, à travers la partie transparente de la paroi, une masse pâle allongée à l'intérieur dans une solution. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais elle bougeait, ou était-ce seulement moi? Cette vision m'a donné la chair de poule. Ensuite, on nous a dit de nous reposer dans des cabines doubles, situées dans un couloir étroit. Il y avait de simples couchettes, des casiers et une faible lampe. La ventilation ronronnait et on entendait un léger bourdonnement derrière le mur, peut-être celui de l'eau qui s'écoule sur la coque. Je rêvais de silhouettes dans les hublots, de quelque chose d'énorme et d'étranger qui nous observait depuis les abysses de l'océan. Au matin, si l'on peut parler de matin, car il n'y a pas de lever de soleil ici, on nous a réveillés et on nous a ordonné de nous rendre dans une salle de briefing spéciale. Là, j'ai vu un groupe de chercheurs qui montraient à l'écran une carte schématique du complexe. Il y avait en effet plusieurs niveaux sur le plan. Le niveau supérieur, où nous nous trouvions, le niveau profond, qui descendait à 200 ou 300 mètres sous le fond marin, et d'autres branches latérales, marquées du mot mystérieux « colonies ». Nous avons appris que ces e-colonies contenaient des créatures spéciales que le gouvernement avait découvertes dans des zones reculées de l'océan. D'après les documents, ces créatures semblent être un croisement entre l'homme et les profondeurs de la mer. Elles possédent des rudiments d'intelligence, une façon d'exprimer des émotions et d'entrer en contact, bien que leur nature ne soit pas tout à fait claire. Les autorités ont estimé qu'une telle découverte pouvait ouvrir de nouveaux horizons, de la recherche biologique aux applications militaires. Elles ont donc décidé de déplacer ces créatures dans des réservoirs spécialement construits à cet effet, afin de recréer pour elles un environnement naturel, mais sous un contrôle total. Ils ont baptisé ce projet Urban Experiment, estimant que s'ils parvenaient à adapter des créatures marines intelligentes à la coexistence avec les humains, ils obtiendraient un avantage inestimable. Des rumeurs circulaient également selon lesquelles certaines de ces créatures avaient commis la capacité de communiquer à distance, presque par télépathie, mais cela n'a pas été officiellement confirmé. En tant que groupe de spécialistes nouvellement arrivés, nous devions évaluer l'efficacité des systèmes de sécurité autour de ces créatures. La première tâche consistait à vérifier la pressurisation et la résistance à la pression des compartiments. L'idée même d'être à proximité de ces créatures inconnues était effrayante, mais nous ne pouvions pas refuser, car tout ici était sous contrôle strict. Nous sommes conduits dans un tunnel étroit, éclairé par des lampes rougeâtres. Sur les murs étaient accrochés des panneaux indiquant les directions. Secteur des expériences, mine au niveau profond. C'est là que nous nous sommes dirigés, en descendant un escalier métallique qui s'enfonçait en spirale dans les profondeurs. Par moments, nous pouvions voir des gouttes d'eau suinter à travers les joints. Personne ne parle, mais la peur plane. Et si un jour la pression de l'océan faisait éclater ces murs? Au fond, nous sommes arrivés à une porte massive qui ne s'ouvrait qu'après avoir scanné les badges. Derrière la porte se trouve un long couloir dont le sol est en verre et où l'on peut voir les eaux sombres onduler juste sous la structure. Le scientifique qui nous accompagnait nous a dit que cette zone avait été construite spécialement pour étudier le comportement des habitants. À l'en croire,
Ils s'approchaient bio parfois des stations et tapaient rammés sur les murs, montrant ainsi une certaine forme d'intérêt. Je pensais que cela ressemblait à un scénario de science-fiction, mais tout ce qui l'entourait était bien réel. Enfin, nous avons atteint la salle d'observation. Il y avait plusieurs réservoirs, chacun contenant de l'eau saturée de sel et divers réactifs pour maintenir la température. Certaines cuves étaient bandes vides, d'autres recouvertes de verre teinté, mais l'une d'entre elles, la plus grande, avait une paroi transparente. Je n'oublierai jamais ce que nous avons vu à l'intérieur. Dans la pénombre de l'aquarium nageait une créature ressemblant, dans ses grandes lignes, soit à une grande salamandre, soit à un hybride de poisson et d'homme. Elle avait des nageoires et des membres courts, mais en même temps, un crâne ressemblant à un front humain et, au moins légèrement, des traits faciaux visibles. Il restait immobile, ne s'équilibrant dans l'eau que par de rares mouvements de sa queue. J'ai frémi. Si je rencontrais une telle chose dans la nature, je mourrais probablement d'horreur. Notre accompagnateur nous a dit que ce bassin contenait le 11e spécimen, comme il les numérote. Ce n'est pas le plus grand spécimen, mais il est très agressif. Lorsqu'il essaie de communiquer, il réagit par des ultrasons déformés. Certains membres du personnel sont convaincus que la créature essaie de communiquer d'une manière ou d'une autre, mais nous ne parvenons pas à déchiffrer les signaux. Ou peut-être essaie-t-elle simplement de nous effrayer. À plusieurs reprises, la créature a tenté de percer la vitre, ce qui nous a obligés à renforcer les murs. J'ai regardé la créature et j'ai senti monter en moi une vague de dégoût mêlée de pitié. Elle a lentement tourné la tête et nous a regardés. À ce moment-là, j'ai clairement compris qu'il ne s'agissait ni d'un simple poisson, ni d'un animal sans cervelle. Il y avait de la conscience dans son regard. C'est alors que l'un des scientifiques, qui se tenait à proximité, a dit tranquillement « Vous seriez surpris, mais il y a une conscience dans son regard. Vous seriez surpris, mais certains spécimens peuvent émettre des bruits forts qui ressemblent à des gémissements prolongés. Lorsqu'ils le font en même temps, toute la station vibre. J'ai imaginé un concert de tels cris quelque part dans les profondeurs et j'ai eu froid. Après tout, nous sommes ici complètement à la merci de l'eau et de ceux qui ont pu y vivre depuis leur naissance. Alors que nous examinions le réservoir, une alarme a retenti dans le couloir. Des lumières rouges clignotent et une voix dans un haut-parleur nous demande d'enfiler immédiatement nos combinaisons de protection et de nous diriger vers les sas d'urgence. Le scientifique a laissé tomber le dossier de documents et s'est précipité vers le panneau de contrôle. Nous avons essayé frénétiquement de comprendre ce qui se passait, mais personne ne pouvait le dire avec certitude. Il y eut un grondement sourd dans l'air, comme une explosion lointaine ou une violente détonation. Le sol sous mes pieds a légèrement tremblé. J'ai aperçu l'officier militaire qui nous accompagnait. Son regard était confus, mêlé de peur. On nous a emmenés précipitamment dans une salle voisine où l'on nous a demandé d'enfiler des combinaisons étanches. Puis, un officier a crié que l'un des compartiments avait été endommagé et que de l'eau avait commencé à y pénétrer. Ils ont également dit que certains sujets d'expérience avaient même pu s'échapper des réservoirs. Mon cœur s'est emballé. Ces créatures étaient donc libres de se déplacer dans les couloirs inondés. Affolés, nous nous sommes donc précipités vers les sas, à la suite du scientifique et du militaire. Les lumières ne cessaient de clignoter en rouge, et les sirènes retentissaient partout. À plusieurs reprises, j'ai entendu des bruitaux sourds sur les murs, comme si quelque chose de lourd frappait du métal. Au bout de quelques minutes, nous nous sommes retrouvés dans un autre secteur, plus sec et plus intact. Mais un grincement se faisait entendre au fond du couloir. Il semblait que la station perdait son confinement à certains endroits et que les créatures, ayant manqué l'occasion de s'échapper dans l'océan, essayaient maintenant de remonter plus haut. Les Dollegardes
avait déjà posté des sentinelles et, à en juger par les cris féroces, une fusillade avait éclaté. Je ne vois pas comment on peut repousser un monstre aquatique dans un couloir étroit. Et que faire s'ils se déplacent avec agilité sous l'eau? On nous annonce que la ville passe en mode d'urgence. La station est coupée de l'entrée principale où se trouve le sous-marin. Rester bloqué ici, c'est se condamner à un sort peut-être pire que la mort. Ces choses sont clairement hostiles après les sévices. Nous nous sommes approchés d'un groupe d'officiers qui tentaient donc de rétablir le courant dans les couloirs latéraux. L'un d'eux nous a repérés et nous a demandé de le suivre jusqu'à l'ascenseur de secours menant au niveau supérieur. Mais alors que nous marchions dans un couloir adjacent, un combattant au visage tordu est venu à notre rencontre. Il nous a dit que l'ascenseur était débloqué parce que de l'eau s'était infiltrée dans la cage. Je me suis surpris à penser « Nous pouvons donc rester en bas sans aucune chance de remonter ». Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé la minute suivante. Un étrange bruissement s'est fait entendre dans le couloir semi-obscur. Puis j'ai vu une silhouette, une longue queue, une peau humide scintillant à la lueur des lampes de secours et des yeux brûlants d'une sorte de lumière faible. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un des spécimens qui s'était échappé du réservoir, mais j'ai ensuite remarqué qu'il était peut-être plus grand que ceux que j'avais vus, avec un torse plus massif. La créature s'est avancée brusquement et l'un des militaires a tiré. Les balles ont traversé la chair humide et ont se ricoché sur les murs. La créature a émis un son grave et déchirant, peut-être de douleur ou de rage. Nous avons reculé et le militaire a continué à tirer jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Des éclaboussures et des morceaux d'une sorte d'écaille se sont répandus dans le couloir. La créature a tressailli, s'est effondrée sur le côté, mais elle bougeait encore. Le second combattant l'acheva d'une volée d'armes plus puissante. L'odeur était horrible, un mélange de pourriture de poisson et de métal. J'ai senti mon estomac se serrer d'horreur. Ce n'étaient donc pas seulement des petits qui erraient dans la nature, mais des plus gros, peut-être plus vicieux. Cet accrochage a montré à quel point la situation était dangereuse. Des agents ont fermé le couloir, mis en place des barrières de provisoires. Nous avons été conduits dans l'autre sens, au détour d'une rue, là où il y avait encore une connexion avec les niveaux supérieurs. Nous nous sommes dépêchés d'avancer, entendant derrière nous des bruits de combat, de tirs, de cris. Les lumières clignotent. Les conversations indiquaient clairement que les dégâts subis par la station étaient considérables et que la ville sous-marine était peut-être sur le point de perdre sa force. Quelqu'un a menacé d'appeler un autre sous-marin à l'aide, mais on nous a répondu que nous ne pouvions pas transmettre de coordonnées parce que les radios étaient soit brouillées, soit endommagées. Nous avons atteint la baie d'amarrage où se trouvait un ascenseur à cargaison relié au niveau supérieur. Smith nous y attend. Son visage était pâle, mais il gardait son calme. Il nous dit brièvement qu'il y avait une chance de sortir par l'issue de secours vers le quai d'urgence, où un petit sous-marin de secours était en service. Mais sa capacité est limitée. Il a ajouté que tous les spécialistes et officiers clés iraient avec lui et que le reste d'entre nous devrait attendre les secours sur la station. Je me suis rendu compte que personne ne nous demanderait notre avis. De toute façon, nous n'étions pas responsables. Cependant, l'officier qui nous accompagnait était très déterminé. Il a dit à Smith qu'il ne pouvait pas se passer de nous parce que nous avions les compétences et l'expérience nécessaires et que certains d'entre nous avaient donné des codes d'accès. Smith a souri de travers. « D'accord, nous n'avons pas le temps de discuter. Prenez-les avec vous. » J'ai compris que c'était notre seule chance d'éviter la mort. L'ascenseur a tremblé et s'est mis en marche. 10 personnes se sont entassées à l'intérieur. Les officiers, moi, 2 ou 3 autres scientifiques. Smith se tenait devant le panneau de commande et nous regardait froidement. À mi-chemin, quelque chose a claqué
et l'ascenseur s'est immobilisé pendant quelques secondes avant de repartir. Nous avons débouché sur la plateforme où, selon Smith, se trouvait le passage vers le quai d'urgence. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, nous avons été accueillis par une odeur de moisi. Quelque chose s'était manifestement introduit depuis les couloirs d'eau. Les agents ont pointé leurs torches vers l'avant. Une fine pellicule d'eau s'est répandue devant nous et nous avons entendu au loin ce qui ressemblait à des éclaboussures soudaines. 4 hommes s'avancent, vérifiant le chemin. Les autres attendaient sur le signal en essayant de ne pas faire de bruit. Soudain, l'un des militaires sursaute et lève brusquement le canon de son arme. « Vous entendez ça » murmura-t-il. « Il y a quelqu'un qui bouge. » Nous nous sommes mis figés. On entendait un bruissement, un gargouillement à la limite de l'audible, comme si un grand corps glissait dans l'eau. Les détorches ne captèrent que les reflets sur les murs métalliques, la rouille et les taches sur le sol. Smith acquiesce. Il faut faire vite avant qu'il ne nous encercle. Nous avons avancé en essayant de rester groupés. Je sentais la tension devenir insupportable. Mon cœur battait si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Après avoir parcouru une trentaine de mètres, nous avons vu le couloir tourner. Au coin de la rue, disait Smith, se trouvait le chemin direct vers le quai. Mais juste au coin, nous avons remarqué que les murs étaient y couverts d'égratignures et de taches de sang à certains endroits. Les officiers ont commencé à chuchoter. Il y a eu un massacre ici. L'un d'eux a regardé les restes d'uniformes. Probablement l'un des gardes a été tué ici. À ce moment-là, une créature noire sortit du coin, ressemblant plus à une raie géante avec des pattes, mais avec des tentacules autour de son visage. Elle a sifflé ou grondé. Nous nous sommes précipités en arrière, mais nous pouvions également entendre des bruits derrière nous. Les officiers ont ouvert le feu, plusieurs balles ont touché la créature, et un liquide sombre, peut-être une substance ressemblant à du sang, a jailli de son corps. La créature s'est mise à trembler, agitant ses membres en forme de nageoire contre le sol. Ses tentacules se contractent convulsivement. Après quelques tirs supplémentaires, la créature a cessé de donner des signes de vie. Au signal de Smith, nous nous sommes précipités vers l'avant, sautant par-dessus la carcasse. La puanteur était insupportable, comme du poisson pourri ayant séjourné au soleil pendant une semaine. J'avais mal au ventre, mais la panique me poussait à avancer. Enfin, nous avons atteint la porte que nous espérions. Smith a entré le code, mais la porte ne s'est pas ouverte. Le système était tombé en panne à cause d'une panne de courant. Nous avons dû tourner manuellement les vannes qui ont grincé de manière assourdissante. L'eau se déversait de l'autre côté du seuil et nous avions de la neige glacée jusqu'à la taille. Lorsque les volets se sont ouverts, nous avons failli être renversés par la vague. Pendant quelques secondes, nous avons pataugé dans l'eau, criant et maudissant les torrents qui déferlaient. Certains d'entre nous ont immédiatement rempli leurs poumons d'eau, s'étouffant en toussant. Puis, les militaires ont traîné tout le monde dans le sas et la porte du fond a été fermée. Tous tombèrent sur le sol, épuisés, respirant comme des poissons jetés sur la terre ferme. Devant nous, nous pouvions voir le hall, déjà partiellement inondé, et au-delà, selon Smith, le quai de secours. Nous marchions dans l'eau jusqu'à la poitrine, en essayant de ne pas penser à ce qui pouvait flotter à proximité. À un moment donné, j'ai cru sentir un mouvement sous la surface de l'eau, comme si la main ou la nageoire de quelqu'un touchait mes pieds. J'ai failli crier, mais j'ai tenu bon. Le hall était vide, à l'exception de quelques caisses et boîtes renversées. D'étranges cylindres métalliques, probablement des contenants d'échantillons, sont tombés d'une caisse. Smith n'y a pas prêté attention. Il s'est contenté de nous faire avancer rapidement. La prochaine chose à faire est d'emprunter le couloir et... commença-t-il, mais il fut soudain interrompu par un puissant grondement provenant de quelque part sur la gauche. Dans la même seconde,
quelque chose frappa le mur avec une force énorme, et le métal se déforma vers l'intérieur. De l'eau mélangée à des débris s'est engouffrée dans la fissure. Nous n'avions pas d'autre choix que de courir en avant, au risque de tomber sur n'importe quelle créature. Il est difficile de dire combien de temps nous avons couru dans l'eau. Le temps s'écoulait avec une lenteur angoissante. Finalement, nous avons débouché dans un tunnel étroit où l'eau était un peu moins profonde. Nous pouvions déjà apercevoir des lumières, probablement celles des générateurs de secours. Heureusement, ce tunnel menait à un compartiment fermé, avec un panneau sur la porte qui disait « Quai d'urgence, accès uniquement avec une autorisation du plus haut niveau ». Smith a rapidement posé sa paume sur le scanner, qui a clignoté un instant, mais qui a fonctionné. La porte s'est ouverte, nous laissant entrer. Nous nous sommes retrouvés dans une pièce qui semblait plus sèche et plus intacte. Un petit sous-marin s'y trouvait. Il était plus petit que celui sur lequel nous étions arrivés, mais semblait assez spacieux pour transporter 15 personnes. Nous étions une dizaine à présent. Smith intensifia son expression impitoyable. « Chargez !» ordonna-t-il. Et les militaires commencèrent à ouvrir précipitamment l'écoutille du sous-marin. Derrière nous, l'eau continue d'arriver. Un raclement métallique retentit vivement. Il semble que la coque de la station commence à se déformer. À ce moment-là, le plafond au fond de la salle s'est effondré et des débris de pierre mêlés à des filets d'eau sont tombés du trou. Tout le monde s'est précipité dans le bateau, verrouillant les écoutilles intérieures. Nous nous sommes glissés à l'intérieur, tout le monde s'est blotti contre le mur, et les militaires ont rapidement pris place pour contrôler la plongée. Smith se tenait au panneau de contrôle, surveillant les indicateurs avec tension. Le moteur gronde, les lumières du tableau de bord clignotent. « Tout le monde s'attache !» crie-t-il. Alors que nous nous attachons en toute hâte, l'eau clapote déjà dans la pièce, et nous devons activer le système de sas. Le bateau sur lequel nous avions compté pour le sauvetage s'est détaché du quai et a pénétré dans le tunnel sous-marin menant à l'extérieur. Je me suis figé en regardant à travers le petit hublot. C'était un abîme lugubre à l'extérieur. Seules les faibles lumières de la station éclairaient les certaines parois. Quelque part au-dessus, on pouvait voir les structures effondrées. Nous nous sommes enfoncés dans le tunnel qui a bientôt débouché sur la mer. Mon cœur se serra à l'idée que derrière ces murs se trouvaient peut-être ceux qui n'avaient pas réussi à s'échapper. Mais lorsque le sous-marin est sorti, un autre danger nous attendait. Les instruments indiquaient que de gros objets flottaient autour de nous. Peut-être les mêmes créatures qui avaient jamais réussi à s'échapper ou qui vivaient ici. Le bateau a tremblé plusieurs fois, provoquant des cris à l'intérieur. Smith augmente la puissance des moteurs, essayant d'atteindre une profondeur plus sûre. Les créatures qui ont vu nos projecteurs doivent attaquer maintenant, car nous sommes l'homme comme leurs ennemis, leurs bourreaux, leurs destructeurs. Les bruits d'eau sourds, comme si quelqu'un frappait du métal avec une pierre, se poursuivent. À plusieurs reprises, nous avons vu une ombre passer devant le hublot. L'officier responsable du module d'armement a tiré à partir d'appareils sous-marins spéciaux, et des lumières ont clignoté dans l'eau, probablement en explosant. J'ai imaginé ce qui arrivait aux créatures vivantes à ce moment-là, et j'ai frissonné involontairement. Finalement, nous nous sommes éloignés de ces fantômes agressifs. La pression continue de comprimer la coque du bateau, mais nous entrons dans des couches moins profondes. Smith observe les instruments d'un air sombre. J'espère que la plateforme supérieure est toujours en communication. Je lui ai demandé ce qu'il adviendrait de la station et des personnes que nous y avions laissées. Il s'est contenté de hausser les épaules. Ce n'est pas votre problème. Nous avons fait de notre mieux. Le gouvernement décidera s'il faut envoyer une équipe de secours. J'ai regardé les scientifiques de tremblant, le choc et la peur dans leurs yeux. Personne ne parle d'héroïsme.
Tout le monde comprenait que la station était condamnée, du moins les niveaux inférieurs où se trouvaient les créatures. Peut-être que toute la structure éclaterait sous la pression et s'enfoncerait à jamais dans l'abîme, cachant les traces d'expériences terribles. Cela faisait des heures que nous étions là-haut. À l'intérieur du sous-marin régnait un silence pesant, interrompu de temps à autre par le grésillement de l'interphone ou les ordres de Smith. Certains d'entre nous ont essayé de s'assoupir, mais nos esprits étaient agités par des scènes du chaos sanglant que nous avions miraculeusement évitées. J'ai réfléchi à la façon dont le gouvernement construit des installations comme celle-ci, tente de maîtriser des formes de vie inconnues, puis, lorsqu'il était confronté à des circonstances imprévues, n'est pas préparé aux conséquences. Cette catastrophe servira-t-elle de leçon? Je ne le crois pas. Il est plus probable qu'ils essaieront d'étouffer l'affaire et de poursuivre leurs expériences ailleurs. Lorsque nous avons finalement fait surface et que nous sommes sortis du bateau, nous avons été accueillis par une aube grise et couverte et par la même jetée d'où nous avions commencé la plongée. Un silence inquiétant plane sur la mer. Seul le vent chasse les embruns. Smith donne de brefs ordres aux officiers, puis se tourne vers nous. Rappelez-vous que vous n'avez rien vu ici. Les ordres sont de rester silencieux. Si vous les enfreignez, vous êtes perdus. Son regard ne laissait aucun doute sur la réalité de la menace. Nous étions tous trempés et épuisés, frissonnant à l'idée de ce qui se passait sous l'océan. J'ai regardé l'horizon. Les vagues s'écrasaient les unes sur les autres, cachant l'abîme où se trouvait la ville secrète. Une ville peuplée de malheureuses créatures sur lesquelles on fait des expériences. Une ville qui n'apparaîtra jamais sur les cartes, car elle ne devrait pas s'y trouver. Nous avons été ramenés en hélicoptère, puis en avion jusqu'à une base secrète. Là, nous avons commencé une série d'interrogatoires et signé de nouveaux documents. Chacun d'entre nous n'a rapporté que des détails superficiels. Contrôle d'étanchéité, exercice. Nous savions qu'il devait y avoir une version officielle. Personne n'avait le droit de parler de ces habitants monstrueux ou de la panique qui s'était emparée de la station. On m'a dit sans ambages, « Si vous vous taisez, vous continuerez à servir. S'il y a des doutes, vous comprenez. Personne ne saura où vous êtes allés. » J'ai essayé de connaître le sort des autres survivants, mais on m'a dit que ces informations étaient confidentielles. Il est fort probable que certaines personnes aient été simplement éliminées pour ne pas trop parler, ou bien elles avaient volontairement accepté de ne jamais divulguer ce qu'elles avaient vu. J'ai donc repris le travail, mais je ne pouvais pas regarder l'océan sans ressentir une terrible nostalgie. Je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais des créatures géantes avec des tentacules percer la coque des navires et s'approcher de moi. Parfois, la nuit, il me semblait entendre la même sirène d'alarme, les cris, le clapotis de l'eau derrière les murs. La vie sur la base me paraissait grise et dénuée de sens, car je savais que quelque part, au fond de la mer, se cachait un secret colossal, capable de bouleverser l'idée que l'on se fait de la vie sur Terre. Ces étranges créatures, leur possible intelligence, leur soif de liberté, tout cela est gardé secret. Le gouvernement tente de contrôler quelque chose qui est difficilement contrôlable. Au fil du temps, je n'ai plus entendu parler de la ville sous la mer. Peut-être la station a-t-elle été détruite ou scellée. Peut-être gît-elle encore, en ruine dans les profondeurs, avec des créatures survivantes errant dans les couloirs inondés. Ou bien le gouvernement a construit une nouvelle base plus avancée, poursuivant la chasse à ces formes de vie. Dans ces programmes secrets, les choses changent constamment. D'anciennes installations sont fermées, de nouvelles sont ouvertes, et le financement se poursuit encore et encore. Et la vérité sur les catastrophes qui se sont produites est dissimulée dans les rapports, cachée sous des formulations officielles. Défaillance du système de survie, arrêt d'urgence de l'activité. Les personnes à qui j'ai parlé m'ont raconté des histoires similaires. On voit parfois des créatures étranges
attaquer des navires dans des zones maritimes éloignées. Mais tout cela était présenté comme un mythe ou comme le résultat du surmenage des marins. Nous vivons à une époque où il est possible de cacher beaucoup de choses, en particulier dans les profondeurs de l'océan. Il n'est pas facile de réconcilier les faits, et ceux qui ont passé leur vie à travailler sur des bases secrètes sont habitués à la peur et au silence. Ils racontent que parfois, la nuit recouvre les navires d'une obscurité impénétrable et que l'on entend des coups sourds provenant de l'eau, comme si quelqu'un essayait de monter à bord. Parfois, les équipages disparaissent, sans laisser de traces. L'explication officielle est la tempête, l'accident. Mais je me dis que ces disparitions ne sont pas toujours liées aux conditions météorologiques. Il y a quelque chose qui a un compte à régler avec nous pour toutes les souffrances que nous leur avons causées là-bas, dans la ville sans nom. Parfois, je me demande si cette ville sous-marine a été découverte à l'origine déjà habitée, ou si elle a été construite par des humains et peuplée de force par des créatures capturées. Les documents sont contradictoires, mais je penche pour l'idée qu'ils y ont fait des expériences ensemble, créant un environnement hybride qui a rendu folles les créatures qui ne le savaient mandoquer pas. Et les gens ne se souciaient pas du fait que ces créatures pouvaient avoir leur propre culture, leur propre esprit, même s'il était différent de celui des humains. Tout cela a été détruit au nom du progrès ou d'objectifs militaires. Les autorités n'ont révélé qu'une petite partie de la vérité. Oui, il y avait bien une installation où l'on testait des équipements de haute mer, mais pas un mot sur la population ni sur les expériences. Il est trop effrayant d'admettre que nous sommes devenus les prisonniers de créatures qui appartiennent à leur environnement naturel et non à des réservoirs. Les gens ordinaires ne sauront jamais quels secrets sont associés à ces parties de l'océan sans nom, ni pourquoi aucun navire de recherche ou scientifique enthousiaste n'est autorisé à y pénétrer. Et qui vous croira si vous lui dites qu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur se trouve tout un complexe sous-marin rempli de réservoirs avec des monstres. Mais le silence ne m'épargne pas mes souvenirs. Il m'arrive encore de sentir un frisson humide sur ma peau, comme si j'errais à nouveau dans des couloirs remplis d'eau, avec une créature aux yeux luisants et aux longs bras écailleux rampant autour de moi, prête à m'attraper si je faisais un faux pas. Aucun d'entre nous n'a quitté cette ville, le cœur léger. Nous sommes sortis de ce cauchemar vivant, mais pas entier. Chaque fois que je regarde la vaste étendue de la mer, je me demande combien de villes similaires se cachent sous les vagues, combien de mystères n'ont pas encore été élucidés et n'ont pas encore fait exploser leurs réservoirs d'essai. Je sais une chose, dès que le gouvernement reconnaît qu'il existe des êtres qui échappent à notre volonté, la société tremble. Combien d'efforts ont été déployés pour étouffer l'affaire? Combien de personnes ont disparu pour empêcher la vérité d'éclater? Tous ces programmes de recherches approfondies, qui font parfois l'objet de rumeurs, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Trop d'argent a été investi dans l'étude et l'asservissement de ceux qui vivent sous l'eau. Si l'on admet que des formes de vie inconnues se cachent dans les profondeurs des océans, intelligentes, dangereuses, peut-être même plus adaptables que nous, il faut repenser toute la notion de domination humaine. Si ces créatures ressemblent tant à des êtres intermédiaires entre l'homme et la vie marine, avons-nous vraiment un ancêtre commun? Ou s'agit-il d'une civilisation à part, capable de s'adapter dans les profondeurs et de n'entrer en contact avec la surface que lorsque nous l'y contraignons? Peut-être sont-ils plus avancés que nous en termes de développement, mais ne se sont pas manifestés jusqu'à ce que nous arrivions avec le fer et les fusils, et que nous commencions à trancher et à poignarder, arrachant des individus à leur environnement d'origine. Toutes ces spéculations tournent dans ma tête sans trouver de réponse. Le gouvernement, bien sûr, ne me dit rien,
et je dois me contenter de spéculer sur la base de ce que j'ai vu. Lorsque je repense à cette brève mais horrible expédition dans une cité sous-marine secrète, mes entrailles se retournent. Je rêve d'hommes en blouse blanche, penchés sur des cuves d'eau trouble, dans lesquelles une créature se débat avec acharnement pour s'échapper. J'entends dans mes oreilles le rugissement des créatures qui se libèrent, et je vois la peur dans les yeux des militaires qui ont compris qu'ils ne maîtrisaient pas totalement la situation. Et une chose est claire pour moi, si cela s'est produit une fois, cela peut se reproduire. Nous sommes constamment en train de franchir des limites qui échappent à notre contrôle et d'essayer de garder les formes vivantes comme des spécimens dans le laboratoire. Mais lorsque les choses tournent mal, nous sommes victimes de notre propre complaisance.